Bonjour, donc je suis Saïda Rose, je suis associée du cabinet Dangean en droit commercial et en droit immobilier et j'ai exercé pendant 15 ans la profession d'avocate plaidante. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens sur la question de la prise de parole en public, qui est très souvent une activité qu'on freine pour tout un tas de raisons et qui finalement, en réalité, s'apprend. Aujourd'hui, je vais intervenir sur une partie du sujet qui est de savoir de quelle manière capter l'attention. Donc, il n'y aura pas du tout de slide, hein. Je vais vous parler et je vais vous expliquer quels sont, moi, les mécanismes que j'ai utilisés en pratique pour être meilleure en art oratoire. Et puis vous donner des exemples et puis répondre à vos questions si vous en avez. Donc l'objectif, en fait, c'est de développer son charisme et son éloquence quand on prend la parole en public. Alors évidemment, dit comme ça paraît simple, mais c'est difficile et c'est un exercice de longue haleine, en fait. Et la première étape, c'est de dompter sa peur. Parce que généralement, ce qui empêche les gens de prendre la parole en public, c'est qu'ils ont peur. Alors, ça ne veut pas dire quand on prend la parole en public qu'on n'a pas peur, parce que moi, à chaque fois que je prends la parole en public, je continue à avoir ce petit trac du début qu'on conserve toujours. La question, c'est comment faire en sorte que cette peur ne soit pas paralysante et au contraire, parfois même, l'utiliser pour se dépasser et être très bon, parce que finalement, l'adrénaline, c'est aussi un bon aiguillon de la prise de parole en public. Et donc, la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi on a peur. Pourquoi vous avez peur de prendre la parole en public? Et très souvent, la réponse qui vient, c'est qu'on a peur de se tromper, parce qu'on est dans un exercice live et sans filet. Et donc, on se dit, si je dis une bêtise, ça va être une catastrophe et je ne peux pas me rattraper, je ne peux pas effacer, je ne peux pas changer de prisme, c'est difficile, voilà. Et puis, aussi souvent, la peur qu'on peut avoir, c'est la peur d'être jugé. C'est-à-dire, et d'être jugé notamment insuffisant par les interlocuteurs, que ce soit dans mon cas quand je plaidais par un juge, ou quand vous êtes en réunion par un client, ou si vous êtes en entretien par un recruteur, ou ou par votre employeur, enfin voilà. Et donc, comment faire pour dompter cette peur? Et pour dompter cette peur, moi, je ne connais qu'un seul moyen, c'est la préparation. C'est la préparation sur la forme et c'est la préparation sur le fond. Parce qu'en réalité, le but, c'est d'être tellement bien préparé en arrivant qu'on ne pense plus à tout ce qui nous parasitait avant, et ça nous laisse finalement, très paradoxalement, une forme de liberté. Le fait d'avoir fait toute cette préparation mentale avant d'intervenir sur la prise de parole en public, mais finalement, ça permet ensuite à son naturel de revenir, parce que finalement, on sait toujours où on doit aller. Et c'est tout l'enjeu de la prise de parole en public. Donc, ce que j'entends par préparation, c'est très très proche de ce qu'on entend par une préparation pour une compétition sportive ou pour un match. C'est qu'en fait, il y a des questions d'entraînement physique et mental. Et je vais d'abord vous parler de la préparation sur la forme. Au début, vous allez devoir vous tenir devant un certain nombre de personnes. Alors ça peut être une seule personne, ça peut être une dizaine et ça peut être parfois des centaines, voire quand on est en webinaire ou quand on est en diffusion télévisée, ça peut être des milliers, des millions. Il y a d'abord la question de s'approprier son apparence. C'est-à-dire qu'on doit
pouvoir se débarrasser, dans la mesure du possible, de tout ce qui constitue des pensées parasites de la conscience de soi. Et donc, par exemple, l'important, c'est de se présenter dans une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise ou une coiffure avec laquelle vous êtes à l'aise. Donc, si vous êtes des filles et que vous avez les cheveux longs, peut-être vous attachez les cheveux si vous avez peur de mettre votre main dans les cheveux tout le temps. Voilà, par exemple, là, ce que je fais. Par exemple, mettre une tenue que vous aimez bien, dans laquelle vous vous sentez bien, vous appréciez votre image, parce qu'en fait, comme vous allez être regardé, eh ben, il est nécessaire que vous éliminiez de votre esprit la question de est-ce que je suis assez bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je ne sais pas moi, mon maquillage est bien pour les filles? Est-ce que ou pour les garçons, je ne sais pas. Ou est-ce que ma tenue est bien, etc. Bon. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut éliminer. Moi, par exemple, les premiers temps où j'ai plaidé, je faisais l'erreur d'y aller en talons beaucoup plus haut, parce que vous savez, vous avez la robe d'avocat. La robe d'avocat, elle cache les vêtements. Donc ça, c'est bien parce qu'on est tous pareils et on est tous à l'aise dans cette tenue qu'on s'est appropriée avec le temps. Mais moi, je mettais des talons trop hauts, et ben, j'étais jamais à l'aise, j'avais l'impression d'être sur des échasses. Et ben, j'ai arrêté de faire ça et j'ai mis des chaussures beaucoup plus confortables. Et du coup, je faisais plus attention à ce truc-là. Ensuite, il faut être serein dans sa tête. C'est-à-dire qu'il faut éliminer toutes les pensées parasites qu'on peut avoir avant de prendre la parole en public. Et ça veut dire par exemple de pas faire de nuit blanche ou pas bachoter avant, parce que ça pollue à nouveau l'esprit. Si vous vous êtes préparé suffisamment avant, il n'y a absolument aucune raison de relire ces notes 5 minutes avant la prise de parole en public. Ça ne va servir à rien qu'à augmenter le stress. Tout ce que vous avez à savoir, vous le savez déjà depuis longtemps. Soit vous l'avez capitalisé en travaillant sur le long terme sur un dossier, soit de toute façon, vous avez préparé votre intervention publique ou votre intervention orale, et ce n'est pas les 5 minutes avant que vous entriez en scène qui vont faire la différence. Donc, il ne faut plus toucher à ces trucs-là. Il faut dormir assez, faire des choses suffisamment sereines avant d'arriver, avoir l'énergie nécessaire, donc ça veut dire assez manger si vous avez besoin de manger, etc. Donc, moi, par exemple, je déteste manger avant d'aller plaider ou avant une intervention publique, mais parfois, il y a des gens qui ont besoin de manger, donc il faut manger. Voilà. Et puis, être en avance, c'est-à-dire se laisser du temps pour prendre sa place. Alors, je répondrai, je vois les questions apparaître, donc du coup, je vais essayer de ne pas me troubler, je répondrai aux questions après. Et donc, ça veut dire prendre sa place suffisamment à l'avance, repérer les lieux. Moi, par exemple, avant de plaider dans un tribunal que je ne connaissais pas, j'arrivais 1 heure avant l'audience, ne serait-ce que pour repérer la salle d'audience, c'est-à-dire savoir où elle se trouvait, m'installer dedans, m'imprégner, regarder autour. Très souvent, les salles d'audience sont jolies, par exemple, donc du coup, ça me permettait de me détendre un peu avant de commencer à attaquer ce qui ensuite relève quand même d'un petit combat. Voilà. Et donc, il faut vraiment se débarrasser de toutes ces pensées parasites. Et ensuite, il y a la partie sur le fond. Et la partie sur le fond, elle est capitale. Il y a 2 choses, il y a 2 étapes dans le travail préparatoire d'une intervention orale. Il y a d'abord tout le travail sur le long terme, c'est-à-dire que si, par exemple, vous intervenez dans une réunion client, vous vous êtes approprié les éléments du dossier, vous devez connaître vos pièces, vous devez connaître les enjeux du client, vous devez connaître les éventuels problèmes qui se posent dans le dossier. Tout ça, vous le maîtrisez en arrivant. Donc, vous allez travailler sérieusement sur votre dossier pendant des semaines, des mois, des jours, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et puis ensuite, il y a la préparation de la prise de parole spécifique. C'est-à-dire que si vous êtes à une réunion, il y a peut-être un ordre du jour, donc vous l'avez préparé, vous avez creusé les éventuelles questions qu'on pourrait éventuellement vous poser. Si c'est un discours ou si c'est une formation,
Vous avez certes travaillé sur le support écrit, le PowerPoint, ce que vous voulez, mais vous avez aussi, donc sur le fond, techniquement, vous maîtrisez la question, mais vous avez aussi réfléchi à la manière dont vous alliez présenter les choses. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne faut jamais, jamais improviser une prise de parole orale, quelle qu'elle soit. Et donc là, par exemple, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'interviens sur une prise de parole qui doit durer environ 10-15 minutes sur un sujet que je maîtrise quand même bien, puisque c'est parler globalement du métier que j'ai fait pendant 15 ans. J'ai quand même préparé l'intervention d'aujourd'hui. J'ai préparé ce que j'allais dire. J'ai préparé les éléments que j'allais soulever et pour vous permettre d'appréhender ce sujet d'une manière adaptée à ce à quoi vous vous attendez aujourd'hui. Et je ne l'ai pas fait d'une manière comparable à ce que j'aurais fait par ailleurs avec un autre public ou sur une autre durée. Et donc, aujourd'hui, ce que je vous dis là, je l'ai préparé. Après, quand on se prépare, il y a aussi beaucoup... Évidemment, on ne se prépare pas tous de la même manière. Il faut que vous sachiez, par exemple, comment fonctionne votre mémoire. Ça, c'est un truc qui est très, très important quand on prend la parole en public, parce que c'est elle qui va être le relais de votre cerveau, votre mémoire, être sûr que vous n'allez pas avoir un trou de mémoire, justement, etc. Et donc, savoir comment fonctionne sa mémoire, c'est premièrement savoir si on a une bonne mémoire. Parce que évidemment, avoir une bonne mémoire, c'est un atout extrêmement important parce que tout ce qu'on aura emmagasiné avant, en fait, on n'a pas besoin de le regarder. Et l'objectif, pour capter l'attention du public qu'on peut avoir, c'est de ne pas lire, de lire le moins possible, de s'appuyer le moins possible sur un support écrit, parce que le support écrit, par hypothèse, les personnes que vous avez en face de vous, soit l'ont sur un écran, soit, en fait, s'ils voulaient avoir un texte écrit et puis lire eux-mêmes le texte, ils pourraient le faire. Ce qu'ils viennent chercher quand ils vous écoutent, c'est ce que vous allez leur dire et la manière dont vous allez leur relayer. Et donc, il faut savoir comment fonctionne votre mémoire. Si vous avez une bonne mémoire, alors vous êtes déjà avantagé parce que vous allez avoir moins besoin de vous appuyer sur vos notes. Par exemple, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une excellente mémoire, alors que j'ai évidemment entraîné avec le temps, puisque le métier du droit nécessite quand même pas mal de faire travailler sa mémoire. Et du coup, j'ai moins besoin de m'appuyer sur mes notes de manière générale, une fois que j'ai travaillé, en fait. Après, il faut savoir si vous avez une mémoire visuelle, auditive, si vous devez travailler plutôt en écrivant, ou si vous simplement relire, ça vous suffit, ou en écoutant. Et dans tous les cas, ce qui est très important, c'est de répéter. C'est-à-dire, alors, évidemment, si vous êtes en réunion avec des interlocuteurs, mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans une autre intervention, comment interagir. Mais si vous avez une intervention qui nécessite un monologue, on va dire, à ce moment-là, il faut répéter. Et moi, par exemple, je répète systématiquement mes webinaires, même si je les ai écrits. J'ai écrit le PowerPoint, c'est moi qui ai travaillé sur le fond, puisque je ne le délègue pas, dans la mesure où c'est moi qui fais la présentation. Et bien, même si je l'ai faite moi-même, je vais quand même répéter la manière dont je vais relayer les messages, dont les transitions vont se faire, pour que ce soit le plus fluide possible. En fait, la prise de parole en public, quand elle a l'air facile, elle est souvent très travaillée en amont, en réalité. Et pour que ça devienne facile, il faut beaucoup, beaucoup travailler. Et donc, répéter. Ça, c'est pour la partie, on va dire, combattre sa peur. Combattre sa peur en étant prêt. Et ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante quand on veut prendre la parole en public, c'est l'utilisation qu'on fait de son corps. Je vous ai dit tout à l'heure que, évidemment, la tenue, etc., vous devez avoir le moins conscience possible de vous, donc être le plus à l'aise possible avec vous-même quand vous arrivez en public et quand vous êtes devant un auditoire. Et il y a deux éléments
qui sont extrêmement importants quand on prend la parole en public, c'est premièrement sa voix et deuxièmement sa posture. La voix, c'est, un élément, alors on n'est pas tous dotés pareil, parce qu'on peut avoir des voix très aiguës, on peut avoir des voix très graves. Ce qui est important, c'est, de poser sa voix, c'est-à-dire ne pas faire des pics, de variations, sauf si elles sont, voulues, travaillées. Par exemple, exprimer une indignation si vous êtes en train, d'essayer de plaider. Alors parfois, ça peut être utile de parler un petit peu plus fort, pour attirer l'attention. Et puis cadencer aussi, c'est-à-dire ne pas parler trop vite et ne pas parler non plus trop lentement. Et ça, alors par exemple, aujourd'hui, c'est un contre-exemple. Ce qui est très difficile dans un webinaire, c'est que vous ne voyez pas les gens. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le regard de votre auditoire pour savoir si vous allez trop vite, si vous allez trop lentement, s'ils vous suivent, s'ils sont perdus, si ça leur plaît ou pas. Dans une plaidoirie, c'est pas la même chose. Dans une plaidoirie, vous avez les magistrats en face de vous, et vous pouvez savoir si vous les avez perdus ou pas. Par exemple, il m'est arrivé de plaider, dans des audiences, après le déjeuner, à 14h, et on sait à ce moment-là que c'est toujours un moment un petit peu, pénible pour les magistrats parce qu'ils sont en train de digérer, ils ont plein d'affaires à voir, et parfois vous pouvez plaider et avoir des magistrats, soit, dont vous soupçonnez, l'endormissement, assez proche, soit qui dorment carrément. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des magistrats, alors pas seulement pour quand moi je parlais, hein, mais, de manière générale, qui s'endorment en audience. Bon, bah là, à ce moment-là, on peut trouver une utilité, par exemple, à, jouer de sa voix, c'est-à-dire parler un petit peu plus fort ou, interpeller, pour pouvoir ramener à vous l'auditoire. Une autre manière de faire, c'est ce que je viens de faire là, c'est le silence. Alors là, je l'ai fait volontairement très court, mais parfois, quand vous vous arrêtez de parler, quand vous sentez que le public vous échappe, une manière de faire, c'est se taire pendant 2 ou 3 secondes. Le public qui a été habitué à vous entendre parler de manière très régulière pendant, mettons, 10 minutes, un quart d'heure, d'un seul coup se demande pourquoi vous vous taisez. Et le public revient à vous. C'est extrêmement difficile à faire, le silence. 2 ou 3 secondes, c'est long. Là, déjà, quand j'en ai fait 1 seconde, j'ai trouvé ça long. Et puis ensuite, la posture. Donc là, c'est pareil. Quand vous êtes en réunion, naturellement, ne pas croiser les bras puisque c'est une position de fermeture. Il faut que vous trouviez des postures, mais avec le temps, vous les trouvez. Vous pouvez, par exemple, tenir un stylo si vous êtes en réunion. Ça vous permet de ne pas faire autre chose de vos mains. Moi, par exemple, je me suis aperçue que j'avais un tic absolument terrible quand j'ai commencé à prendre la parole en public. C'était que j'avais un collier avec un pendentif et je passais mon temps à faire coulisser, là, comme ça. Vous imaginez si j'avais parlé pendant un quart d'heure en faisant coulisser mon pendentif. Bon, et ben, il se trouve que au cours d'art oratoire que j'avais eu à l'école du barreau, on nous avait filmé pour travailler sur notre art oratoire, sur des cas fictifs. Ben, je me suis aperçue que pendant toute mon intervention, je touchais ce pendentif. C'était devenu insupportable. Et maintenant, je fais très attention. On a tous évidemment des tics gestuels ou des tics de langage. Moi, j'utilise beaucoup mes mains. Mais c'est une chose que j'aime faire et j'en ai conscience, c'est-à-dire je me sers de mes mains pour dire des choses. Après, on peut chacun trouver ses petites astuces pour occuper ses mains ou pour pas se sentir trop encombré. Il y a plusieurs manières de faire et ça va revenir toujours à ce que je vous ai dit avant, c'est la préparation. Ça veut dire qu'il faut s'entraîner, il faut s'enregistrer, il faut se filmer. C'est très, très douloureux de se voir et de s'entendre, mais c'est comme on dit en anglais, un wake-up call. C'est-à-dire que vous voyez vraiment, ça vous saute aux yeux, que vous répétez toujours le même mot ou que vous avez un tic de langage. Il y a des gens qui disent, par exemple,
bien évidemment, tout le temps. Bah, c'est terrible et vous vous en rendez pas compte quand vous le dites. Mais quand vous vous regardez ou quand vous vous entendez comme le ferait une personne extérieure, à ce moment-là, ça vous saute aux yeux et vous faites beaucoup plus attention quand vous retravaillez, d'où l'intérêt de s'enregistrer, de se filmer et de s'entraîner et de répéter. Et mon dernier conseil pour la prise de parole en public, qui sera le plus important, c'est sortez de votre zone de confort. Entraînez-vous et osez prendre la parole. Il n'y a que quand on le fait, on ne devient pas orateur en écoutant des gens parler de l'art oratoire. On devient orateur en se lançant dans le grand bain, en faisant pas super bien au début, et puis en faisant de mieux en mieux, en s'améliorant, parce qu'on se refait le truc dans la tête, et qu'on se dit ah ouais là tel endroit j'aurais mieux fait de faire telle chose, et puis le coup suivant c'est un peu meilleur et encore meilleur et encore meilleur. Mes plaidoiries elles étaient pas très bonnes les premières parce que j'avais peur, parce que je lisais trop, et puis avec le temps je suis devenue une meilleure avocate plaidante, parfois dans certaines affaires une meilleure avocate plaidante. Et puis, parfois pas très bonne parce que c'est comme les compétitions sportives aussi et des fois on n'est pas en forme, ça arrive aussi. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est de vous entraîner. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, alors je sais qu'il y en a dans le chat. Alors, première question. Pour la répétition, comment procédez-vous? Face à un miroir ou en enregistrant la voix? Eh bien, alors non, pas face à un miroir. Donc soit je répète, alors pour les plaidoiries, hein, parce qu'il y a vraiment que ça que je peux faire, soit je répète à un bureau ou debout, parce que quand on plaide, on est debout. Donc derrière une sorte de pupitre, c'était mon comptoir de cuisine qui était assez haut comme une table de plaidoirie, donc je faisais ça. Et je me minutais aussi. Parce que très souvent, on était limité dans le temps par les magistrats qui nous disaient sur les bulletins d'audience chaque partie aura 20 minutes, 30 minutes. Et donc, je me chronométrais pour être sûre que ce que j'avais prévu de dire, ça rentrait dans le temps imparti. Et je continue à faire ça. C'est-à-dire que je continue à me minuter quand je m'entraîne, quand j'ai une présentation PowerPoint, je fais le timing. Comme là, aujourd'hui, j'ai essayé de faire le timing. C'est un peu difficile, mais parce que j'ai pas de présentation PowerPoint. Voilà. En enregistrant la voix, oui. Je l'ai déjà fait plusieurs fois pour des cas, des dossiers importants, gros. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Merci pour cette astuce de voix haute pour attirer l'attention, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'expression en vrai? Qu'en pensez-vous? Il faut surtout ne jamais utiliser l'expression en vrai. Il n'y a que les enfants qui disent en vrai. Cette expression, elle n'existe pas. Ce n'est pas français. Donc non, il ne faut pas. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui disent en vrai. Mais il ne faut pas le dire. Voilà, c'est un truc de bébé en vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez me poser en live? Il y en avait une qui était: «Et si c'est un échange libre, une conférence où on ne connaît pas en avance les questions, en revanche on connaît la thématique, comment peut-on se mettre à l'aise?» Alors, ça, je comptais l'aborder dans la prochaine séance parce que j'ai Ah, 2 séances en fait, c'est la prochaine, c'est comment interagir et gérer l'imprévu. Mais je vais vous dire, le secret, ça reste toujours la même chose, c'est la préparation. Vous préparez, le pire de ce qui peut arriver, c'est-à-dire, vous savez aussi quelles sont les faiblesses d'un dossier quand vous arrivez ou quelles sont les faiblesses d'une thèse quand vous arrivez à un endroit. Donc ce qu'il faut, c'est s'être suffisamment préparé et avoir travaillé sur le fond, mais il y a aussi des moyens de botter en touche. est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, on a super bien respecté le timing Ah bah ouais, je me suis pour entraînée. tous les 2. Donc, Élise, tu veux faire un petit mot de conclusion également? Ouais, bien sûr. Merci à tous, d'être au rendez-vous comme d'habitude. Merci Faye, merci Arnaud, merci Karine. Je vous donne les thématiques de la prochaine fois, donc le 4 avril à 13h15. Toujours une intervention de Faye, prise de parole en public, adapter son intervention. Et côté GAN Assurance, l'accord d'intéressement pour booster 2022. Merci à tous. Merci. Merci à tous, à la prochaine Bonne fois. journée.